Bonjour chers amis et bienvenue à cette animation intitulée Bonne semaine, édition du 22 avril. Et nous sommes, eh oui, déjà en 2024. Moi je préfère les années comme ça qui sont désignées par des pairs plutôt que par les impairs. C'est question de goût, n'est-ce pas? Et voilà, nous sommes prêts à partir et comme d'habitude notre stimulant de départ, la fameuse devinette. Et cette fois, je cherche, facile, un mot de 4 lettres, pas 6, pas 8, pas 10, pas 12, 4 lettres seulement. Puis en plus, comble de générosité, je vous donne la première lettre, S, comme dans saltimbanque, tiens, voilà. Et puis, 2 indices, ça peut signifier quitte, non pas quitte ou double, mais quitte dans le participe présent, je m'excuse, je me suis enfargé dans mes trucs, dans le présent de l'indicatif du verbe quitter, ou désigner encore l'avenir. Alors, comme d'habitude, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir et on y reviendra en fin de présentation. Venons-en maintenant, comme d'habitude, selon notre habitude et expérience, aux éphémérides. Cette fois-ci, je vous rappelle, donc 22 avril, je suis remonté jusqu'en 1963, 22 avril 1963. Un événement important au Canada, l'élection du gouvernement fédéral. Et bien sûr, il y en a, en règle générale, il y a en moyenne aux 4 ans d'élection du gouvernement fédéral. Pourquoi celle-là est importante? Parce qu'elle amène au pouvoir non seulement le Parti libéral, mais à sa tête un personnage vraiment important. Il s'agit de M. Lester B. Pearson. Alors donc, avant de parler de sa carrière et de ses réalisations, je voudrais quand même revenir sur le passé de cet homme qui n'était pas un pur inconnu lorsqu'il est arrivé comme chef du Parti libéral fédéral. Alors c'était un diplomate de carrière et il a été même nommé par Louis Saint-Laurent, l'ancien premier ministre canadien libéral. Il avait été nommé, n'est-ce pas, au secrétariat des affaires extérieures. Et c'est dans ce domaine-là qu'il s'est vraiment non seulement dévoué, mais illustré. La preuve, c'est qu'en 1957, on lui a décerné le prix Nobel de la paix, notamment pour son intervention dans la crise de Suez. Il a servi vraiment d'intermédiaire pour essayer de faire débloquer le problème qui était immense, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez que Nasser est au pouvoir, il décide de nationaliser le canal de Suez, et la plupart des pays du monde, particulièrement les grands pays, n'est-ce pas, qui commercent énormément, ont vu là une menace en se disant si Nasser et si l'Égypte contrôlent le canal de Suez, ils peuvent décider à un moment donné de le fermer littéralement à la circulation, et ce serait évidemment tragique pour l'économie mondiale. Donc il y avait là des problèmes immenses, et c'est par son intervention soutenue qu'il a réussi à trouver une solution facilement acceptable par les deux parties. Et comme certaines personnes ont dit, je pense que c'est un ancien président des États-Unis, il a sauvé, n'est-ce pas, la planète d'une catastrophe économique. Et c'est lui également qui a créé attendez voir que je retrouve exactement l'expression, qui a créé une force du maintien de la paix à l'ONU, ce qu'on a appelé les bérets bleus ici. Alors, c'était relativement simple. On disait, bon, mais il y a des conflits, il y a une guerre, l'ONU, par ses différents moyens, réussit parfois à apaiser les choses et à mettre fin à la guerre. Et puis, là, tout d'un coup, ça reprend très rapidement. Donc, il fallait créer une espèce de force tampon, et cette force tampon a été imaginée et créée par Lester B. Pearson. Donc, voilà pour le personnage qui décide de se présenter, n'est-ce pas, à la présidence, à la direction, du Parti libéral et qui sera élu, finalement, en 1963. Il remplace John Diefenbaker. John Diefenbaker qui se présente à l'élection très diminué comme pouvoir politique. Rappelons-nous que Diefenbaker, les dernières années, avait eu d'énormes difficultés avec ses propres députés et ministres. Plusieurs des ministres même avaient fait des pressions pour qu'il démissionne du parti. Donc, il n'était déjà pas très populaire dans
son propre parti. En plus, il y avait eu tout un débat important sur l'installation de missiles américains en sol canadien. Il était opposé en cela, contrairement aux partis d'opposition, et il avait irrité grandement les États-Unis. Et Kennedy, à ce moment-là, souhaitait ouvertement qu'il perde ses élections. Alors, tout ça conjugué avec un nouveau chef du Parti libéral, ça a donné l'élection, n'est-ce pas, de ce Parti libéral. Et malheureusement, c'était pas majoritaire. Il l'a échappé, et c'est quand même curieux. Ça dépend toujours de la répartition avec notre système politique, de la répartition des votes selon les partis, parce que normalement, il a obtenu en 63 41% de l'élection. Normalement, il aurait dû avoir un gouvernement majoritaire, mais il l'a échappé par 7 comtés seulement, qui sont passés aux autres partis. Donc, il se retrouve avec un gouvernement minoritaire, et puis il va comme ça, revenir en élection un peu plus tard, jusqu'en 1968, avec un deuxième gouvernement minoritaire. Et là, il réussira comme ça à se maintenir au pouvoir en faisant une alliance avec le nouveau Parti démocratique. Ce qui lui a permis, malgré cette situation-là, quand même, non pas dangereuse, mais quand même difficile de la minorité, ça lui a permis quand même de réaliser de grandes choses dans l'histoire du Canada. J'en énumère quelques-unes. La réforme du système de santé, l'universalité du système, l'accès à l'ensemble des Canadiens à un système de santé de qualité, c'est pas rien. L'instauration d'un régime de pension universel également. Et puis, les prêts étudiants, l'adoption du drapeau canadien. Au fait, à propos de ce drapeau, une anecdote. Évidemment, le gouvernement fédéral, avant d'adopter ce drapeau, a fait faire des études, n'est-ce pas, de présentation, etc., etc., des études qui ont été très bonnes et qui ont donné quand même un bon résultat, souvenez-vous, on le voit encore maintenant, la feuille d'érable, hein, l'emblème du Canada, avec les 10 pointes pour chacune des provinces, donc, et sur fond blanc, c'est un beau drapeau, et rouge par hasard, tiens, hein, rouge. Et ce sont les libéraux qui l'ont fait adopter. Mais c'est le hasard. Mais ce qui est quand même, pas inquiétant, mais qui titille l'esprit, c'est que ce n'est pas un drapeau de type national. Quand on va du côté de là je fais attention, de la vexillologie, ça c'est l'étude des drapeaux, il faut le faire, hein, comme terme, je ne le répète pas d'ailleurs, on se rend compte que les drapeaux nationaux à travers le monde ont un standard, c'est-à-dire en longueur et en hauteur, longueur ou largeur si vous préférez. Et notre drapeau canadien, il est plus long et moins haut que les autres drapeaux. Donc, techniquement parlant, c'est pas un drapeau national, même s'il représente un pays, bien sûr, mais c'est plutôt la dimension, la proportion des drapeaux de la flotte marchande, de la marine. Bon, c'est une petite anecdote. Il est beau notre drapeau, on l'aime, tant mieux, merci, Monsieur Pearson. Et finalement, il s'est distingué, notre ami Pearson, en tant que Premier ministre, en refusant, et ça, il fallait faire, d'engager le Canada dans la guerre du Vietnam, malgré la pression américaine qui a été terrible. Et ça, il l'a payé de sa popularité auprès des États-Unis et de son président, mais il a dit non, nous, on ne va pas là, ça ne nous semble pas légitime d'engager nos troupes dans ce pays et dans cette guerre, hein, qui avait déjà été perdue, n'est-ce pas, par les Français en Indochine à l'époque, et qui allait être perdue plus tard par les Américains. Donc, excellente décision. Bref, Lester B. Pearson a été un grand homme, un grand Canadien, et un grand homme pour l'humanité. Et ça valait la peine de prendre quelques minutes pour faire son éloge et se rappeler que cet homme a existé. Et il a été remplacé à la tête du Parti libéral et à la tête de l'État par plus ou moins son dauphin. Il l'appuyait vraiment très, très sérieusement, Pierre Elliott Trudeau, qui a été nommé par lui ministre de la Justice précédemment. Donc, voilà pour la suite
de l'histoire des élections canadiennes. Venons-en maintenant à notre citation, à notre pensée de la semaine. Elle est anonyme, comme les grandes pensées très souvent le sont. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. Ça, je trouve ça très, très bien. Parce qu'on a tendance très souvent, par paresse intellectuelle, à avoir à un moment donné une idée. Ça serait intéressant de pouvoir faire quelque chose. Ça pourrait être sur le plan individuel, ça peut être le plan de la famille, mais ça peut être au niveau du travail ou de la recherche. Hein? On peut se dire, hey, ça serait amusant, ça serait intéressant, ça serait même très bien que l'on fasse telle chose. Mais règle générale, et dans la plupart des cas, on s'est dit, ouais, mais pour y arriver, c'est pas simple, ça va être très compliqué, et à ce point compliqué que c'est carrément impossible de le faire. Et là, on vient de justifier notre inaction. Hein? On se dit, non, ça, on aurait bien voulu, mais c'est impossible. Ben, ce que nous dit et nous rappelle, c'est que si on essayait, on verrait peut-être qu'on est capable de faire une petite étape vers l'objectif qu'on s'est fixé. Puis une fois cette étape-là franchie, peut-être entrevoir une deuxième marche. Possible aussi. Et de marche en marche arriver, finalement, parfois, pas toujours, mais parfois, à un résultat éclatant, c'est-à-dire la réalisation de ce qui nous semblait au départ impossible. Je me souviens d'ailleurs d'une autre citation qui va exactement dans le même sens, je pense qu'elle est d'un ancien président américain, qui avait dit, c'est un inventeur, j'ai inventé telle chose. Puis après l'avoir inventé, je me suis rendu compte que c'était impossible et considéré impossible au départ. Mais je ne me suis pas posé la question si c'était impossible, je l'ai fait. Voilà une bonne pensée, de quoi occuper notre esprit pendant au moins toute la semaine. Maintenant, je reviens, on ouvre mon album de photos. 3 photos comme d'habitude. La première, et les 3 ont comme thème la nature. La première, une mésange. D'abord, évidemment, on connaît les mésanges. Ce sont de très beaux oiseaux. Ce sont des oiseaux qui s'apprivoisent très, très, très facilement. Et regardez celui-là. Il est perché, bien sûr, sur une branche, mais sur à peu près la branche la plus élevée de l'arbre, et pas sur le milieu de la branche où ce serait plus solide. Il est allé se percher sur l'extrémité de cette branche-là. Original comme posture, et original aussi comme photo, puisqu'on a cet oiseau aux belles couleurs déjà qui se détache sur le fond bleu du ciel. Pas bête, c'est le cas de le dire. Puisqu'on parle de bêtes et d'oiseaux, je reste dans le même domaine. Là, cette fois-ci, on s'en va dans le sud, probablement au Mexique ou à Cuba, sur le bord de la mer, bien sûr, sur la plage. Et il y a ces tout petits oiseaux avec de fines et de très fines pattes. Je ne connais pas malheureusement le nom de ces oiseaux, mais je les trouvais amusants. En fait, ils se tiennent comme ça sur le haut de la plage, et quand la mer se retire, à ce moment-là, ils courent pour aller ramasser ce que la mer a pu apporter lors de l'afflux de l'eau. Et puis quand la vague revient, là, ils se dépêchent, mais très vite, et comme ils ont des petites pattes, il est vraiment à un rythme vraiment important pour éviter d'être emportés, ce qui serait le cas, par la fameuse vague. Et là, au gré des vagues, comme ça, ils font l'aller-retour, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent par les retraits des vagues. La nature qui nourrit la nature. Puis regardez la composition aussi, des oiseaux, et attention, regardez l'effet du soleil, de la lumière. Chaque oiseau a son ombre, bien sûr. Son ombre qui le suit. Dernière photo. Alors, c'est une photo, quand je l'ai prise, je croyais, parce que j'étais un peu distrait, je l'ai pris rapidement, qu'il s'agissait de coquelicots. Et finalement, en me rapprochant, je me suis rendu compte que non, il s'agit en fait de pivoine, mais d'une variété différente de celle qu'on cultive habituellement au Québec. Elles sont plus petites, d'où la confusion peut-être avec le coquelicot, mais quand même plus grande que le coquelicot.
Puis regardez le feuillage, lui qui est très différent du feuillage de notre pivoine domestique. Mais encore là, c'est toute une question de contraste, de profondeur, hein, ces fleurs rouges, mais d'un beau rouge vif, qui se détache sur un fond de feuillage vert. Alors voilà pour les photos du 22 avril. J'enchaîne avec un mot d'esprit, un mot drôle, qui est de Pierre Danilos, un de mes préférés, qui dit « Quand le cœur d'un grand homme cesse de battre, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est moi qui le dis, hein? On donne son nom à une artère. » Bon, c'est pas drôle à se rouler par terre, c'est pas vraiment un gag, mais il fallait y penser. Et c'est vrai, quand un grand homme meurt, hein, quand le cœur d'un homme meurt, d'un grand homme, on donne son nom à une artère. Cœur, artère. C'était pas évident de le trouver, tout ça. Alors, on dit bien un mot d'esprit. Et puis je reviens, je vous l'avais promis, à notre fameuse devinette. Un mot de 4 lettres commençant par S, qui signifie quitter ou avenir. Sort, S-O-R-T. Chacun va connaître son sort, son avenir. Ou encore, le verbe quitter, on dit je quitte ou je sors de tel endroit. Alors, c'était le mot sort. Et je vous annonce, chers amis, que ce sera aussi ma sortie de cette animation du 22 avril 2024, comme j'aime le dire. N'oubliez pas, revenez la semaine prochaine. Je vais tout faire pour y être et j'espère qu'il en ira de même pour vous. Allez, au revoir.